Voici le fleuve des fleuves, celui qui symbolise au plus près l'existence humaine, avec ses évitements, ses louvoiements mais aussi sa droiture, son écoulement tranquille, qui peut se faire impétueux. Plus que tout autre cours d'eau, il est synonyme de fertilité. Qu'aurait été l'Égypte antique sans la crue estivale du Nil, déposant sur ses rives ce limon qui a nourri les hommes et donné son nom de terre noire au pays? Et que serait devenu le premier prophète du judaïsme sans ce fleuve majestueux qui, plutôt que de l'engloutir, le guida dans son panier d'osier jusqu'à la fille de Pharaon? Elle le nomma « Sauvé des eaux ». Cet artiste français est sous-estimé. Ce n'était pas de son fait, lui-même se jugeant égal, voire supérieur à Poussin. Malgré son trop-plein de théâtralité, une réévaluation de son œuvre serait la bienvenue. La traduction par Antoine Galland des Mille et une nuits entraîna un mouvement artistico-exotique de grande ampleur, destiné à durer plus d'un siècle. Voilà un beau représentant de ce qu'on a appelé l'orientalisme. Fasciné dès sa petite enfance par les bateaux à voile, ce fils de graveur britannique publia son premier ouvrage à 18 ans. Son œuvre tient davantage des marinistes hollandais du XVIIe siècle que des orientalistes. Ce paysagiste italien se spécialisa dans les thèmes orientalistes après son séjour dans l'atelier de Théodore Chasserio à Paris. Son réalisme fortement teinté d'exotisme fit sa fortune dans son pays. Après un séjour en Égypte au sein d'une mission scientifique, cet artiste français évoluera de paysages inspirés par l'école de Barbizon à des sujets orientalistes avant de finir sa vie à Salbris en Sologne. Ce fabuleux aquarelliste, auquel j'ai déjà consacré une vidéo, était aussi illustrateur, ornithologue et poète. C'est d'ailleurs pour son recueil de non-sens Minette et le hibou qu'il est célèbre dans son pays. Ce peintre austro-hongrois fut l'un des artistes majeurs de l'Empire, au point que ses contemporains l'ont comparé à Rubens. C'est pourtant de son académisme qu'est née en réaction la sécession viennoise. L'aîné des frères fut l'un des artistes invités par Eugénie lors de l'inauguration du canal de Suez. 15 ans auparavant, il s'était installé au Caire et y était devenu le peintre de cour du vice-roi d'Égypte. Ce paysagiste italien, passé par l'atelier d'Alexandre Calame à Genève, rencontra un grand succès comme peintre orientaliste après ses voyages en Turquie, en Syrie et en Égypte, qui modifièrent sa vision de la lumière. Nous aurions pu croiser dans l'Oberland bernois ce peintre suisse qui fut l'élève de François Didet à Genève, bien qu'étant plutôt influencé par Eugène Fromentin, rencontré aux Beaux-Arts de Paris. Décrié pour son académisme néo-pompéien, ce peintre avait pourtant un goût pour le sacerdoce puisqu'il enseigna durant près de 40 ans aux Beaux-Arts de Paris, où il forma plus de 2000 élèves. Celui-là fut à Karlsruhe l'élève de Hans Gude, autre professeur émérite. Il y a en effet du bon Gude dans cette vue du Nil, dans le traité précis du moindre vêtement, comme dans la place faite à la lumière. Fils d'un souffleur de perles de verre viennois, ce discret représentant du courant Biedermeier a laissé de sublimes paysages rocheux et forestiers à base de gris coloré, le plus souvent représentés au crépuscule. Cet artiste allemand puissant, lié à la sécession berlinoise, changea radicalement sa manière après avoir découvert les œuvres de Manet à Paris. Il était en quelque sorte passé de l'ombre à la lumière. Issu du Nil blanc venu de l'Afrique des Grands Lacs et du Nil bleu venu de la Corne, le Nil ne fait plus qu'un à Khartoum, capitale du Soudan. Il se jette dans la Méditerranée au nord de l'Égypte en formant le delta d'où vient le papyrus. Je relève d'un pays où personne ne règne, écrivit la poétesse André Chédid dans son roman Le Message. Un pays sans fanion, sans amarre. Le Nil à mes yeux contient tous les fleuves, c'est lui qui coule dans mes veines.